Le silence d'Emmanuel Macron, qui n'a pas publié de communiqué à l'issue de cette entrevue, et le fait que ce soit Ouattara qui parle, indique aussi que Macron lui a donné carte blanche pour parler. Et il lui a dit de formuler cela de la manière qui lui convient le mieux. Et que lui, Macron, il ferait le mort, comme il a choisi de faire le mort depuis le 6 août, quand Ouattara a tourné Kazakh pour piétiner la Constitution. Maintenant, j'en viens à la conclusion de mon analyse. Comment tout ceci va-t-il finir? Il y a deux options. Soit le peuple de Côte d'Ivoire se soumet à Ouattara, et ce sera donc la paix et la stabilité dont Macron et lui ont parlé, c'est-à-dire en fait la paix du pouvoir Ouattara, la paix des cimetières, la paix des dominants, la stabilité du déficit commercial en faveur de l'économie française et en défaveur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est ça qui va être stable. Et cette option, c'est l'option 2. La Côte d'Ivoire continue dans le chômage, la Côte d'Ivoire continue dans la pauvreté pour plus de la moitié de sa population, la Côte d'Ivoire continue avec des systèmes de santé qui ne peuvent pas soigner un Premier ministre, encore moins même un ministre. La Côte d'Ivoire va continuer avec l'insécurité rampante dans ses villes et dans ses campagnes, les orpailleurs clandestins, les microbes. La Côte d'Ivoire va continuer et on va appeler globalement ça paix et stabilité. L'État de Côte d'Ivoire aura nécessairement toujours de moins en moins de moyens pour financer ses charges sociales, ses charges éducatives, ses charges sécuritaires, et il aura de plus en plus recours à la dette. Et la France l'attend au tournant pour l'endetter davantage, parce que plus elle endette un pays, plus elle le contrôle. C'est ce qu'ils appellent la paix et la stabilité, c'est-à-dire la continuité d'une relation tellement déséquilibrée que l'esclave devient encore plus esclave et le maître encore plus maître. Ça, c'est la première hypothèse. Pour que cela arrive, il suffit que les Ivoiriens renoncent au combat pour leur liberté, pour leur autonomie, au combat pour leur véritable indépendance. Si les Ivoiriens s'en lavent les mains et disent « chacun s'assoit, Dieu le pousse », Ouattara va vers une présidence à vie et les intérêts que Ouattara est appelé à servir vont grandir au détriment du peuple ivoirien. Deuxième option, le peuple ivoirien dit non au troisième mandat. Et c'est l'option que nous avons vue depuis plusieurs semaines. Le peuple ivoirien dit non à la confiscation de la Côte d'Ivoire par Alassane Dramane Ouattara et son clan. Deuxième option toujours, le peuple ivoirien dit non à l'intrusion du président de la République française dans la désignation du futur président de la République de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire dit désormais, c'est nous, peuple ivoirien, qui choisiront les dirigeants en Côte d'Ivoire. Personne ne peut rien contre nous. Nous sommes plus de 20 millions d'êtres humains sur cette terre. Nous allons nous battre pour instaurer un système tel que aucune puissance en ce monde ne puisse à jamais choisir encore nos dirigeants à notre place. Si le peuple ivoirien le décide, Ouattara tombe, comme Ibrahim Boubacar Keïta est tombé. Et dès que Ouattara tombe, vous irez sur la page Twitter d'Emmanuel Macron, vous lirez, son premier tweet sera un tweet de félicitations au peuple de Côte d'Ivoire. Macron écrira à peu près ceci. Je salue la détermination et la bravoure du peuple de Côte d'Ivoire qui a opté pour sa liberté. La France, qui demeure une amie fidèle de la Côte d'Ivoire, se tiendra toujours à ses côtés dans son cheminement vers l'état de droit, la démocratie et la prospérité. J'ai déjà écrit le tweet de Macron, j'ai noté, c'est ce qu'il va dire. Le tweet de Macron est déjà sur mon calepin ici. Je sais ce qu'il va dire quand Ouattara sera vaincu. La France, fidèle au principe du droit international, appelle à préserver la vie et la santé du président Alassane Ouattara et à lui faire recouvrer sa liberté. Vous vous souvenez de ce qu'ils ont dit sur Ibekano. La France se tient prête à faciliter les efforts de médiation afin que les Ivoiriennes et les Ivoiriens trouvent un terrain d'entente et que la paix dans le pays et la sous-région et la stabilité de la sous-région soient préservées. C'est ça l'œuvre française là. Exactement comme ils ont fait au Mali, exactement comme ils ont fait en Algérie, exactement comme ils font partout. Dès qu'ils sont dépassés par les événements, ils réécrivent les événements comme s'ils avaient suivi les événements, comme s'ils étaient aux côtés des peuples. Mais le peuple de Côte d'Ivoire et aucun peuple africain ne doit croire véritablement que cette élite politique issue de la 5e République de De Gaulle se range jamais aux côtés d'un peuple. Nous n'avons pas encore, au cœur de l'élite politique française de pouvoir, un homme d'État qui se soit engagé sincèrement pour une réforme intellectuelle, paradigmatique, épistémique de la relation à l'Afrique. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore engagé en profondeur en France la destruction des racines du colonialisme, du racisme et de l'esclavagisme.
On a déclaré que la traite des Noirs était un crime contre l'humanité en France. Mais on ne veut pas encore dire que le colonialisme était un crime contre l'humanité. On ne veut pas encore le dire. Ce qui fait que, alors que le colonialisme n'est rien d'autre que le racisme, c'est-à-dire la traite des Noirs pratiquée en Afrique, alors que la traite des Noirs, c'était le racisme pratiqué contre les Noirs en Amérique et en Europe, n'est-ce pas? Eh bien, la société française résiste à l'acceptation de la colonisation comme crime contre l'humanité. Parce que la colonisation est devenue le concept dans lequel se cache le racisme à la française. Le racisme anti-nègre à la française se cache derrière la théorie des bienfaits de la civilisation, de la colonisation. Oui, grâce à la colonisation, on a quand même bâti des villes. Oui, grâce à la colonisation, on a quand même tracé des routes et des hôpitaux. Tout n'était pas mauvais dans la colonisation. Ce tout n'était pas mauvais dans la colonisation qu'on trouve dans le discours français est en réalité le nouveau déguisement du racisme à la française. Puisqu'en France, on ne peut plus dire que l'homme noir est une marchandise, comme les autres, comme le disait Colbert dans son Code noir, désormais on dit que coloniser les Noirs, ce n'est pas si mauvais que cela, cela leur a permis de progresser. En réalité, on dit implicitement ainsi que l'homme noir est une marchandise, puisqu'on peut le coloniser, c'est-à-dire le traiter comme un objet. Donc il faut bien voir qu'en France, il y a un problème. L'élite politique n'a pas été décolonisée. Mentalement, intellectuellement, elle n'a pas été décolonisée. Ne vous laissez pas embarquer par les déclarations de principe qu'ils font quand il y a des violations flagrantes de la dignité des personnes dites de couleur. Par exemple, Madame Obono a été violemment attaquée sur des bases racistes par le journal Valeurs Actuelles et toute la classe politique française, presque à l'unanimité, a réagi pour la défendre. Mais c'est une réaction d'autodéfense. Ils se défendent eux-mêmes en réalité du fait qu'ils n'ont pas fait ce travail. Parce que s'ils avaient fait le travail de considérer que tout être humain sur la Terre vaut en valeur absolue tout autre, ils ne seraient plus aux côtés des dictateurs en Afrique. L'élite politique française qui prétend avoir défendu Madame Obono contre l'attaque raciste du journal Valeurs Actuelles ne soutiendrait pas des dictateurs africains si elle considérait que les Africains étaient des hommes à part entière ayant également droit à l'état de droit et à la démocratie. Donc les mêmes qui font semblant d'aimer Madame Obono et de la protéger contre les attaques racistes de ce journal qui voulait faire du buzz et qui voulait en réalité fidéliser le lectorat d'extrême droite, les mêmes soutiennent des dictateurs africains qui maltraitent le noir, qui esclavagisent leurs frères noirs. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre le racisme et soutenir quelqu'un qui maltraite des gens en raison de leurs origines, en raison de leur ethnie, en raison de leur tribu, en raison de leur religion. Vous ne pouvez pas le dire. Or, l'écrasante majorité de la classe politique française, de gauche, de droite, du centre, parfois d'extrême gauche même, et surtout d'extrême droite, a toujours considéré les malheurs des Africains comme étant quantité négligeable par rapport au profit qu'il faut tirer de l'Afrique. On ne peut pas tout d'un coup aimer les Africains quand ils sont français, alors qu'on les déteste quand ils ne le sont pas. Puisque, par principe, si on doit aimer un être humain, parce qu'il est un être humain, sa nationalité importe peu. Ses origines importent peu. Ce qu'on doit respecter, c'est sa dignité, sa liberté en toutes circonstances. Donc, je voudrais, dans la troisième et dernière partie de cette conférence, que tout le monde comprenne que l'élite politique française n'a pas été décolonisée intellectuellement. Et la société française, du sommet à la base, n'a pas été décolonisée intellectuellement. Parce que certes, on enseigne un peu la décolonisation, dans l'histoire au lycée, notamment, mais on ne va pas suffisamment loin pour montrer que les structures de la colonisation sont encore vivantes. Regardez par exemple le phénomène des monuments. La France a continué à honorer, dans l'essentiel de ses grandes villes et de ses grandes places, des hommes qui ont chosifié le nègre. Je vous parle de Rouen, une ville qui a plusieurs places réservées à Colbert. Colbert, le type qui a écrit le Code noir, pour dire que les Noirs sont des marchandises. Ce type-là est honoré. Il a une place ici à 0 pas de chez moi, qui s'appelle la place Colbert. Donc la France est un pays dans lequel on honore au quotidien des gens qui ont méprisé, détruit, chosifié, abruti, aliéné le nègre. Des gens qui ont même bouffé du nègre, puisqu'il fut un temps où il y avait des têtes de nègre comme chocolat en France. On trouvait des têtes de nègre, il y avait des chocolats qui s'appelaient comme ça. Après que l'armée coloniale française ait pris plaisir à couper la tête des résistants africains et à les afficher sur des piquets pour intimider les populations résistantes, eh bien tout cela est fini par des chocolats.
Les chocolatiers faisaient en France des têtes de nègres et on les vendait, ça se mangeait. Apparemment, c'était bon. Alors, on a affaire à un pays qui n'a pas été guéri de son mal multiséculaire. Et le comportement des Macron et de tous les autres, et surtout ce comportement artificiel qui consiste à voler au secours de violations symboliques, tout en entretenant des violations structurelles de l'humanité africaine, c'est typiquement cela le comportement du schizophrène raciste, du schizophrène colonialiste, du schizophrène esclavagiste. Il a toujours deux personnalités. Il aime afficher une image honorable. En réalité, c'est un tombeau blanchi. Donc, en fait, l'Afrique est à la croisée des chemins. L'Afrique doit choisir sa route dans le monde. Les Africains d'Amérique, les Africains d'Europe, les Africains d'Asie, où qu'ils soient, les Africains doivent choisir entre l'affirmation pleine et totale de leur humanité, sans tomber dans le racisme. Sans tomber dans le racisme. À l'instant précis où vous tombez dans le racisme, vous ne méritez plus de vous battre pour l'émancipation d'un peuple. Il ne faut jamais se battre pour l'émancipation d'un peuple en reproduisant ce que l'on condamne. Pour combattre le racisme colonial, il faut soi-même ne pas avoir de propos racistes envers des personnes qui n'ont pas la même apparence que nous. C'est aussi simple que cela. Vous ne pouvez pas combattre le racisme s'il est encore en vous. Si vous êtes raciste, vous ne pouvez pas combattre le racisme. Donc, lorsque nous dénonçons la survivance du racisme à l'intérieur de la société française, de l'élite à la base, nous devons au même moment, en tant qu'Africains, combattre les formes africaines du racisme. C'est quoi là-bas? C'est le tribalisme, c'est l'ethnicisme. Parce qu'il y a bien un racisme de l'Africain envers l'Africain. Et nous ne sommes pas dignes de combattre le racisme du colon occidental envers l'Africain si nous ne pouvons pas combattre le racisme de l'Africain envers l'Africain, qu'on appelle le tribalisme, parfois même du nationalisme, de l'ethnicisme. Donc, en fait, à chaque fois, la lutte de libération, elle se produit à l'intérieur et à l'extérieur. C'est une structure qui combine des actions d'émancipation intérieure par la pensée, la réflexion, l'éducation, et des actions d'émancipation extérieure par la mise en œuvre de structures sociales, économiques, politiques, culturelles de la liberté.